Mon ami a tout perdu car je vais me marier. Ah, poisson, chat, dodu qui a tant de qualité. Il vaut mes amants pêcheurs et mes amants mariniers. Et il a plus de pudeur que tous les scaphandriers. Moi, je suis faite pour dormir au fil de l'eau qui se défile. Et rien ne peut me retenir, à part mon sommeil tranquille. Aux herbes rouges de l'été, j'ai mêlé ma chevelure brune. Elles ne m'ont jamais réveillée de cette course en eau profonde. Bonsoir et bienvenue sur D8 dans Voyage au bout de la nuit. Je suis heureuse de continuer la lecture ce soir pour vous, chers téléspectateurs, de Nana d'Émile Zola. J'espère que vous passez de bonnes vacances, voilà, que vous êtes heureux que ce soit l'été enfin. Moi oui, en tout cas. Vous pouvez réagir sur Facebook et sur Twitter avec le hashtag VBN. Même l'été, nous sommes sur le canapé. Voilà, je poursuis donc la lecture de Nana d'Émile Zola. Alors, il y avait donc deux jeunes gens qui cherchaient à racoler des nouvelles jeunes femmes pour un dîner qui aura lieu demain. Où en sont-ils? Alors, on le vit, aimable, souriant, aborder les hommes et causer aux quatre coins du salon. Il se mêlait au groupe, glissait une phrase dans le cou de chacun, se retournait avec des clignements d'yeux et des signes d'intelligence. C'était comme un mot d'ordre qu'il distribuait de son air aisé. La phrase courait, on prenait rendez-vous, pendant que les dissertations sentimentales des dames sur la musique couvraient le petit bruit fiévreux de cet embauchage. Non, ne parlez pas de vos Allemands, répétait Madame Chantereau. Le chant, c'est la gaieté, c'est la lumière. Avez-vous entendu la pâtie dans le barbier? Délicieuse, murmura Léonide, qui ne tapait que des airs d'opérette sur son piano. La comtesse Sabine, cependant, avait sonné. Lorsque les visiteurs étaient peu nombreux le mardi, on servait le thé dans le salon même, tout en faisant débarrasser le guéridon par un valet. La comtesse suivait des yeux le comte de Vendeuvre. Elle gardait ce sourire vague qui montrait un peu de la blancheur de ses dents. Et comme le comte passait, elle le questionna. « Que complotez-vous donc, monsieur de Vendeuvre ?»« Moi, madame, répondit-il tranquillement, mais je ne complote rien. »« Ah, je vous voyais si affairé. Tenez, vous allez vous rendre utile. » Elle lui mit dans les mains un album en le priant de le porter sur le piano. Mais il trouva moyen d'apprendre tout bas à Fauchery qu'on aurait Tatan Néné, la plus belle gorge de l'hiver, et Maria Blonde, celle qui venait de débuter aux Folies dramatiques. Cependant, la Faloise l'arrêtait à chaque pas, attendant une invitation. Il finit par s'offrir. Vendeuvre l'engagea tout de suite. Seulement, il lui fit promettre d'amener Clarisse. Et comme la Faloise affectait de montrer des scrupules, il le tranquillisa en disant « Puisque je vous invite, ça suffit. » La Faloise aurait pourtant bien voulu savoir le nom de la femme, mais la comtesse avait rappelé Vendeuvre qu'elle interrogeait sur la façon dont les Anglais faisaient le thé. Il se rendait souvent en Angleterre où ses chevaux couraient. Selon lui, les Russes, seuls, savaient faire le thé et il indiqua leur recette. Puis, comme s'il eût continué tout un travail intérieur pendant qu'il parlait, il s'interrompit pour demander. « À propos, et le marquis, est-ce que nous ne devions pas le voir ?»« Mais si, mon père m'avait promis formellement, répondit la comtesse. Je commence à être inquiète. Ses travaux l'auront retenu. » Vendeuvre eut un sourire discret. Lui aussi paraissait se douter de quelle nature étaient les travaux du marquis de Choir. Il avait songé à une belle personne que le marquis menait parfois à la campagne,
Peut-être pourrait-on la voir. Cependant, Fauchery jugea que le moment était arrivé de risquer l'invitation au comte Muffat. La soirée s'avançait. « Sérieusement » demanda Vendeuvre, qui croyait à une plaisanterie. « Très sérieusement. Si je ne fais pas ma commission, elle m'arrachera les yeux. Une toquade, vous savez. Alors, je vais vous aider, mon cher. » 11 heures sonnaient. La comtesse, aidée de sa fille, servait le thé. Comme il n'était guère venu que des intimes, les tasses et les assiettes de petits gâteaux circulaient familièrement. Même les dames ne quittaient pas leur fauteuil, devant le feu, buvant à légères gorgées, croquant les gâteaux du bout des doigts. De la musique. La causerie était tombée aux fournisseurs. Il n'y avait que Boissier pour les fondants et que Catherine pour les glaces. Cependant, Madame Chantereau soutenait l'Attainville. Les paroles se faisaient plus lentes. Une lassitude endormait le salon. Stener s'était remis à travailler sourdement le député qu'il tenait bloqué dans le coin d'une causeuse. Monsieur Venot, dont les sucreries devaient avoir gâté les dents, mangeait des gâteaux secs, coup sur coup, avec un petit bruit de souris, tandis que le chef de bureau, le nez dans une tasse, n'en finissait plus. Et la comtesse, sans hâte, allait de l'un à l'autre, n'insistant pas, restant là quelques secondes à regarder les hommes d'un air d'interrogation muette, puis souriante et passant. Le grand feu l'avait rendue toute rose. Elle semblait être la sœur de sa fille, si sèche et si gauche auprès d'elle. Comme elle s'approchait de Fauchery, qui causait avec son mari et Vendeuvre, elle remarqua qu'on se taisait, et elle ne s'arrêta pas. Elle donna plus loin à Georges Hugon la tasse de thé qu'elle offrait. « C'est une dame qui désire vous avoir à souper », reprit gaiement le journaliste en s'adressant au comte Muffat. Celui-ci, dont la face était restée grise toute la soirée, parut très surpris. « Quelle dame ?»« Et Nana » dit Vendeuvre pour brusquer l'invitation. Le comte devint plus grave. Il eut à peine un battement de paupières pendant qu'un malaise, comme une ombre de migraine, passait sur son front. « Mais je ne connais pas cette dame, murmura-t-il. »« Voyons, vous êtes allé chez elle, fit remarquer Vendeuvre. »« Comment ? Je suis allé chez elle ?»« Ah oui, l'autre jour, pour le bureau de bienfaisance. Je n'y songeais plus, n'importe, je ne la connais pas, je ne puis accepter. » Il avait pris un air glacé, pour leur faire entendre que cette plaisanterie lui semblait de mauvais goût. La place d'un homme de son rang n'était pas à la table d'une de ses femmes. Vendeuvre se récria. Il s'agissait d'un souper d'artistes. Le talent excusait tout. Mais sans écouter davantage les arguments de Fauchery, qui racontait un dîner où le prince d'Écosse, un fils de reine, s'était assis à côté d'une ancienne chanteuse de café-concert, le comte accentua son refus. Mais il laissa échapper un geste d'irritation, malgré sa grande politesse. Georges et la Falloise, en train de boire leur tasse de thé, debout, l'un devant l'autre, avaient entendu les quelques paroles échangées près d'eux. « Tiens, c'est donc chez Nana, » murmura la Falloise. « J'aurais dû m'en douter. » Georges ne disait rien, mais il flambait. Ses cheveux blonds envolés, ses yeux bleus luisants comme les chandelles, dans le vice où il marchait depuis quelques jours, l'allumait et le soulevait. Enfin, il entrait donc dans tout ce qu'il avait rêvé. « C'est que je ne sais pas l'adresse, » reprit la Falloise. « Boulevard Haussmann, entre la rue de l'Arcade et la rue Pasquier, au 3e étage, » dit Georges tout d'un trait. Et comme l'autre le regardait avec étonnement, il ajouta, très rouge, crevant de fatuité et d'embarras, « J'en suis. Elle m'a invité ce matin. » Mais un grand mouvement avait lieu dans le salon. Vendeuvre et Fauchery ne purent insister davantage auprès du comte. Le marquis de Choire venait d'entrer, chacun s'empressait. Il s'était avancé péniblement, les jambes molles, et il restait au milieu de la pièce, blême, les yeux clignotants comme si il sortait de quelque ruelle sombre, aveuglé par la clarté des lampes.
Je n'espérais plus vous voir, mon père, dit la comtesse. J'aurais été inquiète jusqu'à demain. Il la regarda sans répondre, de l'air d'un homme qui ne comprend pas. Son nez très gros dans sa face rasée semblait la boursouflure d'un mâle blanc, tandis que sa lèvre inférieure pendait. Madame Hugon, en le voyant si accablé, le plaignit, pleine de charité. « Vous travaillez trop, vous devriez vous reposer. À nos âges, il faut laisser le travail aux jeunes gens. »« Le travail, ah oui, le travail, bégaya-t-il enfin. Toujours beaucoup de travail. » Il se remettait, il se redressait, sa taille voûtée, passant la main d'un geste qui lui était familier sur ses cheveux blancs, dont les rares boucles flottaient derrière ses oreilles. « À quoi travaillez-vous donc si tard ?» demanda Madame du Joncois. « Je vous croyais à la réception du ministre des Finances. » Mais la comtesse intervint. « Mon père a étudié un projet de loi. » « Oui, un projet de loi, dit-il, un projet de loi, précisément. Je m'étais enfermée. C'est au sujet des fabriques. Je voudrais qu'on observât le repos dominical. Il est vraiment honteux que le gouvernement ne veuille pas agir avec vigueur. Les églises se vident, nous allons à des catastrophes. » Vendeuvre avait regardé Fauchery. Tous deux se trouvaient derrière le marquis et il le flairait. Lorsque Vendeuvre put le prendre à part pour lui parler de cette belle personne qu'il menait à la campagne, le vieillard affecta une grande surprise. Peut-être l'avait-on vu avec la baronne d'Eckert, chez laquelle il passait parfois quelques jours à Viroflay. Vendeuvre, pour seule vengeance, lui demanda brusquement. « Dites donc, où avez-vous passé ? Votre coude est plein de toiles d'araignée et de plâtre. » « Mon coude, murmura-t-il légèrement troublé. Tiens, c'est vrai, un peu de saleté, j'aurais attrapé ça en descendant de chez moi. » Plusieurs personnes s'en allaient. Il était près de minuit, 2 valets enlevaient sans bruit les tasses vides et les assiettes de gâteaux. Devant la cheminée, ces dames avaient reformé et rétréci leur cercle, causant avec plus d'abandon dans la langueur de cette fin de soirée. Le salon lui-même s'ensommeillait, des ombres lentes tombaient des murs. Alors Fauchery parla de se retirer. Pourtant, il s'oubliait de nouveau à regarder la comtesse Sabine. Elle se reposait de ses soins de maîtresse de maison, à sa place accoutumée, muette, les yeux sur un tison qui se consumait en braise, le visage si blanc et si fermé qu'il était repris de doute dans la lueur du foyer. Les poils noirs du cygne qu'elle avait au coin des lèvres blondissaient. Absolument le cygne de Nana jusqu'à la couleur. Il ne put s'empêcher d'en dire un mot à l'oreille de Vendeuvre. C'était ma foi vrai, jamais celui-ci ne l'avait remarqué. Et tous les deux continuèrent le parallèle entre Nana et la comtesse. Il leur trouvait une vague ressemblance dans le menton et dans la bouche. Mais les yeux n'étaient pas du tout pareils. Puis Nana avait l'air bonne fille, tandis qu'on ne savait pas avec la comtesse. On aurait dit une chatte qui dormait, les griffes rentrées, les pattes à peine agitées d'un frisson nerveux. Tout de même, on coucherait avec, déclara Fauchery. Vendeuvre la déshabillait du regard. Oui, tout de même, dit-il. Mais vous savez, je me défie des cuisses. Elle n'a pas de cuisses, voulez-vous parier ? Il se tut. Fauchery lui touchait vivement le coude en montrant d'un signe Estelle assise sur son tabouret devant eux. Il venait de hausser le ton sans le remarquer et elle devait les avoir entendus. Cependant, elle restait raide, immobile, avec son cou maigre de fille poussée trop vite, où pas un petit cheveu n'avait bougé. Alors ils s'éloignèrent de 3 ou 4 pas. Vendeuvre jurait que la comtesse était une très honnête femme. À ce moment, les voix s'élevèrent devant la cheminée. Madame du Joncois disait « Je vous ai accordé que M. de Bismarck était peut-être un homme d'esprit, seulement si vous allez jusqu'au génie. » Ces dames en étaient revenues à leur premier sujet de conversation. « Comment encore M. de Bismarck ?» murmura Fauchery. « Cette fois, je me sauve pour tout de bon. »
« Attendez, dit Vendeuvre, il nous faut un nom définitif du comte. » Le comte Muffat causait avec son beau-père et quelques hommes graves. Vendeuvre l'emmena, renouvela l'invitation en l'appuyant, en disant qu'il était lui-même du souper. Un homme pouvait aller partout, personne ne songerait à voir du mal où il y aurait au plus de la curiosité. Le comte écoutait ses arguments, les yeux baissés, la face muette. Vendeuvre sentait en lui une hésitation, lorsque le marquis de Choir s'approcha d'un air interrogateur. Et quand ce dernier sut de quoi il s'agissait, quand Fauchery l'invita à son tour, il regarda furtivement son gendre. Il y eut un silence, une gêne, mais tous deux s'encourageaient. Ils auraient sans doute fini par accepter si le comte Muffat n'avait aperçu M. Venot, qui le regardait fixement. Le petit vieillard ne souriait plus. Il avait un visage terreux, des yeux d'acier, clairs et aigus. « Non, répondit le comte aussitôt, d'un ton si net qu'il n'y avait pas à insister. Alors, le marquis refusa avec plus de sévérité encore. Il parla de morale. Les hautes classes devaient l'exemple. Fauchery eut un sourire et donna une poignée de main à Vendeuvre. Il ne l'attendait pas. Il partait tout de suite, car il devait passer à son journal. Chez Nana, à minuit, n'est-ce pas? La Faloise se retirait également. Stener venait de saluer la comtesse. D'autres hommes les suivaient. Et les mêmes mots couraient, chacun répétait « à minuit chez Nana ». En allant prendre son paletot dans l'antichambre, Georges, qui ne devait partir qu'avec sa mère, s'était placé sur le seuil où il indiquait l'adresse exacte. 3e étage, la porte à gauche. Cependant, avant de sortir, Fauchery jeta un dernier coup d'œil. Vendeuvre avait repris sa place au milieu des dames, plaisantant avec Léonide de Chézeul. Le comte Muffat et le marquis de Choir se mêlaient à la conversation pendant que la bonne Madame Hugon s'endormait les yeux ouverts. Perdu derrière les jupes, M. Venot, redevenu tout petit, avait retrouvé son sourire. Minuit sonna lentement dans la vaste pièce solennelle. « Comment, reprenait Madame du Joncois, vous supposez que M. de Bismarck nous fera la guerre et nous battra? Oh, celle-là dépasse tout. » On riait en effet autour de Madame Chantereau, qui venait de répéter ce propos, entendu par elle en Alsace, où son mari possédait une usine. « L'empereur est là, heureusement, » dit le comte Muffat avec sa gravité officielle. Ce fut le dernier mot que Fauchery put entendre. Il refermait la porte après avoir regardé une fois encore la comtesse Sabine. Elle causait posément avec le chef de bureau et semblait s'intéresser à l'entretien de ce gros homme. Décidément, il devait s'être trompé. Il n'y avait point de fêlure. C'était dommage. « Eh bien, tu ne descends pas ?» lui criait la Faloise du vestibule. Et sur le trottoir, en se séparant, on répéta encore « À demain chez Nana ». Depuis le matin, Zoé avait livré l'appartement à un maître d'hôtel venu de chez Bréban, avec un personnel d'aide et de garçons. C'était Bréban qui devait tout fournir, le souper, la vaisselle, les cristaux, le linge, les fleurs, jusqu'à des sièges et à des tabourets. Nana n'aurait pas trouvé une dizaine de serviettes au fond de ses armoires. Et n'ayant pas encore eu le temps de se montrer dans son nouveau lançage, dédaignant d'aller au restaurant, elle avait préféré faire venir le restaurant chez elle. Ça lui semblait plus chic. Elle voulait fêter son grand succès d'actrice par un souper dont on parlerait. Comme la salle à manger était trop petite, le maître d'hôtel avait dressé la table dans le salon, une table où tenaient 25 couverts un peu serrés. « Tout est prêt ?» demanda Nana, en rentrant à minuit. « Ah, je ne sais pas » répondit brutalement Zoé, qui paraissait hors d'elle. « Dieu merci, je ne m'occupe de rien. Ils en font un massacre dans la cuisine et dans tout l'appartement. Avec ça, il a fallu me disputer. Les 2 autres sont encore venus. Ma foi, je les ai flanqués à la porte. » Elle parlait des 2 anciens messieurs de Madame du négociant et du Valaque que Nana s'était décidée à congédier, certaine
de l'avenir, désirant faire peau neuve, comme elle disait. « Et voilà des crampons, murmura-t-elle. S'ils reviennent, menacez-les d'aller chez le commissaire. » Puis, elle appela Daguenet et Georges, restés en arrière dans l'antichambre, où ils accrochaient leurs paletots. Tous deux s'étaient rencontrés à la sortie des artistes, passage des panoramas. Et elle les avait amenés en fiacre. Comme il n'y avait personne encore, elle leur criait d'entrer dans le cabinet de toilette pendant que Zoé l'arrangerait. En hâte, sans changer de robe, elle se fit relever les cheveux, piqua des roses blanches à son chignon et à son corsage. Le cabinet se trouvait encombré des meubles du salon qu'on avait dû rouler là, un tas de guéridons, de canapés, de fauteuils, les pieds en l'air. Et elle était prête lorsque sa jupe se prit dans une roulette et se fendit. Alors elle jura furieuse, ces choses n'arrivaient qu'à elle. Rageusement, elle ôta sa robe, une robe de foulard blanc, très simple, si souple et si fine qu'elle l'habillait d'une longue chemise. Mais aussitôt elle la remit, n'en trouvant pas d'autre à son goût, pleurant presque, se disant faite comme une chiffonnière. Daguenet et Georges durent rentrer la déchirure avec des épingles, tandis que Zoé la recoiffait. Tous trois se hâtaient autour d'elle, le petit surtout, à genoux par terre, les mains dans les jupes. Elle finit par se calmer lorsque Daguenet lui assura qu'il devait être au plus minuit un quart, tellement elle avait dépêché le 3e acte de la blonde Vénus, mangeant les répliques, sautant des couplets. « C'est toujours trop bon pour ce tas d'imbéciles, dit-elle. Avez-vous vu? Il y a des têtes ce soir. Zoé, ma fille, vous attendrez ici. Ne vous couchez pas, j'aurai peut-être besoin de vous. Bigre, il était temps. Voilà du monde. » Elle s'échappa, Georges restait à terre, la queue de son habit balayant le sol. Il rougit en voyant Daguenet le regarder. Cependant, ils s'étaient pris de tendresse l'un pour l'autre. Ils refirent le nœud de leur cravate devant la grande Psyché et se donnèrent mutuellement un coup de brosse tout blanc de s'être frotté à Nana. « On dirait du sucre », murmura Georges avec son rire de bébé gourmand. Un laquais, loué à la nuit, introduisait les invités dans le petit salon, une pièce étroite où l'on avait laissé 4 fauteuils seulement pour y entasser le monde. Du grand salon voisin venait un bruit de vaisselle et d'argenterie, remué tandis que sous la porte une raie de vive clarté luisait. Nana, en entrant, trouva déjà installée dans un des fauteuils Clarisse Bénus, que la Faloise avait amenée. « Comment, tu es la première ?» dit Nana, qui la traitait familièrement depuis son succès. « Et c'est lui, répondit Clarisse. Il a toujours peur de ne pas arriver. Si je l'avais cru, je n'aurais pas pris le temps d'ôter mon rouge et ma perruque. » Le jeune homme, qui voyait Nana pour la première fois, s'inclinait et la complimentait, parlant de son cousin, cachant son trouble sous une exagération de politesse. Mais Nana, sans l'écouter, sans le connaître, lui serra la main puis s'avança vivement vers Rose Mignon. Du coup, elle devint très distinguée. « Ah, chère madame, que vous êtes gentille. Je tenais tant à vous voir. »« C'est moi qui suis ravie, je vous assure, dit Rose, également pleine d'amabilité. »« Asseyez-vous donc. Vous n'avez besoin de rien ?»« Non, merci. Ah, j'ai oublié mon éventail dans ma pelisse. Stener, voyez dans la poche droite. » Stener et Mignon étaient entrés derrière Rose. Le banquier reparut avec l'éventail pendant que Mignon, fraternellement, embrassait Nana et forçait Rose à l'embrasser aussi. Est-ce qu'on n'était pas tous de la même famille au théâtre? Puis il cligna des yeux, comme pour encourager Stener. Mais celui-ci, troublé par le regard clair de Rose, se contenta de mettre un baiser sur la main de Nana. À ce moment, le comte de Vendeuvre parut avec Blanche de Civry. Il y eut de grandes révérences. Nana, tout à fait cérémonieuse, mena Blanche à un fauteuil. Cependant, Vendeuvre racontait en riant que Fauchery se disputait en bas parce que le concierge avait refusé de laisser rentrer la voiture de Lucie Stewart. Dans l'antichambre, on entendit Lucie qui traitait le concierge de sale muffe. Mais quand le laquais eut ouvert la porte,
Elle s'avança avec sa grâce rieuse, se nomma elle-même, prit les 2 mains de Nana en lui disant qu'elle l'avait aimée tout de suite et qu'elle lui trouvait un fier talent. Nana, gonflée de son rôle nouveau de maîtresse de maison, remerciait, vraiment confuse. Pourtant, elle semblait préoccupée depuis l'arrivée de Fauchery. Dès qu'elle put s'approcher de lui, elle demanda tout bas : « Viendra-t-il » ? « Non, il n'a pas voulu », répondit brutalement le journaliste pris à l'improviste, bien qu'il eût préparé une histoire pour expliquer le refus du comte Muffat. Il eut conscience de sa bêtise en voyant la pâleur de la jeune femme et tâcha de rattraper sa phrase. « Il n'a pas pu. Il mène ce soir la comtesse au bal du ministère de l'Intérieur. »« C'est bon, » murmura Nana, qui le soupçonnait de mauvaise volonté. « Tu me paieras ça, mon petit. » « Ah, dis donc, » reprit-il, blessé de la menace, « je n'aime pas ces commissions-là. Adresse-toi à la Bordette. » Ils se tournèrent le dos. Ils étaient fâchés. Justement, Mignon poussait Stenner contre Nana. Lorsque celle-ci fut seule, il lui dit à voix basse, avec un cynisme bon enfant de compère qui veut le plaisir d'un ami : « Vous savez qu'il en meurt. Seulement, il a peur de ma femme. N'est-ce pas que vous le défendrez ?» Nana n'eut pas l'air de comprendre. Elle souriait, elle regardait Rose, son mari et le banquier. Puis elle dit à ce dernier : « Monsieur Stenner, vous vous mettez à côté de moi. » Mais des rires vinrent de l'antichambre, des chuchotements, une bouffée de voix gaies et bavardes, comme si tout un couvent échappé se fût trouvé là. Et la Bordette parut, traînant 5 femmes derrière lui, son pensionnat, selon le mot méchant de Lucie Stewart. Il y avait Gaga, majestueuse, dans une robe de velours bleu qui la sanglait, Caroline Equet, toujours en faille noire garnie de chantilly, puis Léa de Horn, fagotée comme à son habitude, la grosse Tatan Nénée, une blonde bonne enfant à poitrine de nourrice, dont on se moquait, enfin la petite Maria Blonde, une fillette de 15 ans, d'une maigreur et d'un vice de gamin, que lançait son début aux Folies. La Bordette avait amené tout ça dans une seule voiture et elle riait encore d'avoir été serrée, Maria Blonde, sur les genoux des autres. Mais elles pincèrent les lèvres, échangeant des poignées de main et des saluts, toutes très comme il faut. Gaga faisait l'enfant, zézaillait par excès de bonne tenue. Seul Tatan Néné, à qui l'on avait raconté en chemin que 6 nègres absolument nus serviraient le souper de Nana, s'inquiétait, demandant à les voir. La Bordette la traitait de dinde en la priant de se taire. « Et Bordenave » demanda Fauchery. « Figurez-vous, je suis désolée » s'écria Nana, « il ne pourra pas être des nôtres. »« Oui, dit Rose Mignon, son pied s'est pris dans une trappe, il a une entorse abominable, si vous l'entendiez jurer, la jambe ficelée et allongée sur une chaise. » Alors tout le monde regretta Bordenave, on ne donnait pas un bon souper sans Bordenave. Enfin, on tâcherait de se passer de lui et l'on causait déjà autre chose lorsqu'une grosse voix s'éleva. « Quoi donc ? Quoi donc ? C'est comme ça qu'on m'enterre ?» Qui est cette grosse voix ? Eh bien, vous le saurez la prochaine fois, quand je vous lirai la suite de Nana d'Émile Zola. Je vous souhaite de passer une excellente nuit ou une très belle journée. Je vous embrasse très fort.